Alors, nous allons reprendre. Excusez-moi sur j'ai un petit souci technique qui est résolu. Donc, nous allons reprendre une deuxième partie de cette matinée sur les enjeux de la mobilité en Nouvelle-Calédonie. Et pour bien démarrer cette table ronde, je vais appeler en fait nos intervenants. Je vais demander à Catherine Glanois de Tilt de nous rejoindre, à Nolan Charles, également à... Il me manque Pierre Kraft, il me manque également Jean-Christophe Rigoal et Hervé Thomas. Et donc l'idée, effectivement, nous avons un micro chacun. Et donc ce matin, pour ceux qui nous rejoignent, le mot d'ordre, c'est qu'effectivement on va continuer à faire des checks et à utiliser un peu de gel hydroalcoolique. Les micros ont été désinfectés car je viens d'apprendre ce matin que nous avons perdu des intervenants de cet après-midi qui, hélas, sont covidés. Donc nous allons prendre nos précautions en bonne convivialité, mais effectivement en mode précaution. Alors, nous allons démarrer le sujet de la tech au service de la mobilité. Jingle. J'adore faire ça. On peut le refaire? Jingle. Merci à vous tous et toutes d'être présents pour cette table ronde. L'objectif, c'est effectivement de comprendre comment est-ce que, déjà d'avoir une photographie aujourd'hui de la mobilité en Nouvelle-Calédonie, de comprendre comment est-ce qu'on doit innover, comment est-ce qu'on peut mettre effectivement l'expérience, l'expertise en fait de nos entreprises locales et pourquoi pas aussi internationales au service de nos besoins. Donc nous avons la chance d'avoir Catherine Glanois, tu es gérante de Tilt. Tu es quand même une experte sur les sujets de mobilité. Tu as été un petit peu derrière notamment le développement du néobus que l'on connaît bien. Et aujourd'hui, grâce à ton cabinet de conseil, tu accompagnes en Calédonie de nombreuses stratégies et projets. Et donc, on aimerait avoir ta vision des enjeux de la mobilité en Nouvelle-Calédonie. Vous l'allumez ? Ouais. Merci Charlotte, merci pour la présentation. Donc, tu peux te lever, rester assise, tu fais comme tu veux. J'ai un pointeur là-dessus aussi ? Oui. Ok. Donc effectivement, j'ai la dure mission en moins de 10 minutes de vous faire un résumé des enjeux de la mobilité en Nouvelle-Calédonie. Donc c'est un peu mission impossible, mais je vais essayer de passer quelques messages qui, moi, me paraissent importants au regard de mon expérience dans les transports et la mobilité en Nouvelle-Calédonie. Déjà, ce que je voudrais dire pour démarrer, c'est que la mobilité, c'est un peu le centre de tout. C'est pas parce que c'est mon métier, mais un petit peu quand même. Donc, sans mobilité, on ne peut pas accéder à l'emploi. Sans mobilité, on ne peut pas accéder à la santé, à l'éducation, à la formation, aux liens sociaux et familial. Souvent, pour les personnes qui travaillent sur différentes politiques publiques, santé, emploi, le problème du transport et de la mobilité est souvent au cœur du problème. On a par exemple plein d'enfants qui ne peuvent pas faire de sport aujourd'hui parce qu'ils n'ont tout simplement pas de moyens de se rendre dans les clubs de sport qui les intéressent. Donc quand on agit sur la mobilité, on agit sur tout le reste. On dit souvent, notamment pour les pistes cyclables par exemple, qu'un franc investi dans les pistes cyclables, ça génère 10 francs d'économie sur les dépenses de santé, sur tout ce qui est maladies cardiovasculaires et tout ça. Là, je prends la piste cyclable, mais c'est valable pour tous les sujets de mobilité. Quand on investit dans la mobilité, on a des effets directs socio-économiques sur les différents autres sujets. Donc, c'est pas de l'argent perdu. Ensuite, c'est un sujet très important au niveau du climat, forcément. Donc, l'écomobilité, dont on parle beaucoup aujourd'hui, c'est la mobilité durable. Mais il ne faut pas oublier, avant l'écomobilité aussi, rien que la mobilité pour certaines personnes qui ont du mal à se déplacer. Donc, pour parler des enjeux de la mobilité en Nouvelle-Calédonie, moi, j'ai choisi plusieurs axes. D'abord, je voulais vous parler du point de vue des usagers. Parce qu'on ne fait pas de la mobilité pour se faire plaisir, c'est vraiment pour répondre aux besoins des usagers. Donc le premier point, c'est de bien comprendre les besoins des usagers, pour où est-ce qu'ils veulent se déplacer, comment est-ce qu'ils peuvent se déplacer. Donc sur ce point de vue usager, malheureusement, on a peu de données en Nouvelle-Calédonie et on n'a pas de données exhaustives, on a des données partielles issues du recensement de la population. Et on a un peu plus de données sur l'agglo grâce à l'enquête ménage-déplacement qui a été faite en 2013. Donc ça commence un petit peu à dater, mais elle nous fournit quand même des informations précises sur les déplacements, les chaînes de déplacement dans le Grand Nouméa. Donc je vous mets quelques chiffres
mais on ne va pas rentrer dans le détail, mais ceux qui me connaissent savent très bien que le premier, c'est mon chiffre préféré. Donc les 20% des ménages calédoniens n'ont pas de voiture. C'est un chiffre important parce qu'on entend souvent ici en Nouvelle-Calédonie, on a tous plein de voitures. En fait, on a un taux d'équipement en voiture qui est plus faible que la métropole parce qu'aujourd'hui, on a 20% des ménages qui n'en ont pas du tout. Et donc ça, pour moi, c'est un enjeu important de la mobilité en Nouvelle-Calédonie. Ensuite, quelques chiffres, 260 000 déplacements par jour sur les déplacements domicile-travail, ça c'est des données qu'on a dans le recensement. Et quand on creuse un peu, on peut voir commune par commune. Donc c'est assez intéressant de voir que 160 000 déplacements se font dans le Grand Nouméa et 80 000 internes à Nouméa. Donc ça nous donne aussi un petit peu, ça nous situe un peu les enjeux quand on veut impacter le bilan carbone, le budget des ménages. On a quand même une grosse masse de déplacements qui se font dans le Grand Nouméa sur lesquels il faut agir si on veut un impact réel. Je vais passer un peu parce que sinon j'ai pas le temps de tout dire. Après, on a des données par mode et par opérateur, parce que vous savez que dans la mobilité, il y a plein d'opérateurs différents qui exploitent des réseaux et eux, ils ont des données. Donc, j'ai mis quelques chiffres. Simplement, c'est donc vous voyez par exemple 40 000 voyageurs par mois dans l'aérien domestique, 40 000 voyageurs par mois aussi sur le réseau rail, le réseau de transport interurbain. Ensuite, les 500 000, c'est le transport scolaire public. C'est un chiffre qu'on ne connaît pas trop, mais on a 500 000 déplacements d'enfants, d'élèves qui sont transportés par tous les transporteurs qui agissent en brousse et dans les îles par mois. Et ensuite, à côté, j'ai pas mis de chiffres parce que j'ai peur de me faire un peu reprendre parce que les chiffres sont pas forcément bien connus sur Taneo, mais on est à 700 000, 800 000 par mois à peu près. Donc c'est le réseau qui a le plus de fréquentation mensuelle. À part, bien sûr, le réseau routier. Mais on ne connaît malheureusement pas le nombre de déplacements exacts qui sont faits sur le réseau routier calédonien, parce qu'on n'a aucune donnée précise sur ce sujet. On sait le nombre de voitures qui sont immatriculées, mais après, le nombre de déplacements, on ne connaît pas. De même qu'on ne connaît pas le nombre de déplacements qui sont faits à pied, et on ne connaît pas le nombre de déplacements qui sont faits à vélo. Donc pour dire qu'on a des données assez partielles. Après, ce qui est intéressant de mettre en face de ces chiffres, c'est l'argent public qui est mis sur ces différents réseaux pour voir un peu l'indicateur d'efficacité. C'est un travail qui a été fait à l'époque par le SAP dans le cadre d'un compte transport il y a plus de 10 ans et qui mériterait d'être mis à jour. Je quitte un peu l'enjeu usager pour passer sur l'enjeu climat. Donc l'enjeu climat, vous le savez, le transport, c'est après l'industrie et les mines, dont vous avez peut-être parlé tout à l'heure. C'est le secteur qui vient juste après en termes de consommation de CO2. Donc on a un enjeu climat très fort à réduire notre impact CO2 du transport, notamment sur le transport terrestre routier, voiture, poids lourd, et dans une moindre mesure sur le maritime et l'aérien. L'objectif qui est proposé dans la révision du STANC, c'est de réduire de 15% les émissions dans le secteur des transports. Donc simplement pour que vous ayez en tête cet indicateur. En tout cas, c'est un enjeu important. Je pense qu'on va en parler après. Et le dernier enjeu que je souhaitais souligner, c'est l'enjeu financier. Parce que, non, c'est le nerf de la guerre, mais c'est surtout que, comme j'expliquais tout à l'heure, dans les transports et la mobilité, il n'existe pas de solution miracle, de solution de transport public rentable. Donc tous ceux qui m'ont déjà posé la question, mais est-ce que Néobus est rentable? C'est une question qui n'a aucun sens. On ne peut pas faire du transport et de la mobilité, même les solutions que vont nous proposer nos acteurs innovants, sans un minimum de fonds publics, d'aide publique, parce qu'on est sur un service public, comme sur l'eau et l'électricité. Donc on a un sujet de fonds publics, de budget qui est crucial, et surtout de bien utiliser, bien employer l'argent public sur les secteurs qui le méritent, avec des indicateurs de suivi, de rentabilité socio-économique, pour bien suivre l'argent public qui se fait rare et l'appliquer sur les réseaux qui sont utiles à la mobilité des Calédoniens. C'est aussi un enjeu financier très fort pour les ménages, parce que vous avez tous fait le plein récemment, donc c'est pas la peine de développer, mais on a sur l'aspect vie chère, la mobilité est un aspect aussi très important. Voilà, j'ai fait le tour vite fait des enjeux et je vais enchaîner juste sur les projets, du coup, pour après laisser la parole sur les projets et pouvoir développer sur qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, c'est pas du tout exhaustif, c'est une dizaine de projets innovants que moi je trouve innovants aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. On a notamment un projet qui est en cours de nouveaux systèmes d'exploitation d'information de voyageurs et de bioéthique sur le réseau rail. On a l'équipe qui est dans la salle aujourd'hui, qui va permettre de réserver et de passer à un système plus efficace
et plus moderne et qui sera plus utilisé. Tout ce qui est réalisation de pistes cyclables, parce que le vélo, c'est un mode de transport innovant, un mode de transport d'avenir pour notre bilan carbone. C'est un mode de transport qui n'est pas cher, qui est écologique et qui permet l'autonomie. On a une application de covoiturage qui va bientôt sortir, donc Wigo, qui sera un outil formidable pour le déplacement en Nouvelle-Calédonie. Tout ce qui concerne l'autopartage en entreprise, pour le public, on va en parler aussi tout à l'heure, on a des projets là dans ce domaine. Tout ce qui est ce qu'on appelle EDPM, engins de déplacement personnel motorisé, les trottinettes, les VAE, les scooters, on a aussi des projets et des réflexions qui sont en cours. Les plans de mobilité, les entreprises et les collectivités qui s'engagent dans des plans de mobilité ou dans le cadre de démarches RSE notamment, c'est des démarches innovantes parce qu'on s'intéresse à la mobilité des agents et on essaye d'y répondre. Tout ce qui est non-déplacement, parce que le meilleur déplacement c'est celui qu'on ne fait pas, donc le télétravail, la visio, tout ça. Et puis tout ce qui est après les développements des nouvelles motorisations, je pense que vous en avez parlé aussi ce matin, on va en reparler tout à l'heure. Donc ça c'est quelques projets innovants en Nouvelle-Calédonie. Et peut-être sur la question de quelles sont les autres pistes à explorer, si vous avez besoin d'idées, si vous cherchez des sujets sur lesquels travailler au niveau de la French Tech. Donc moi ce que je vous propose, c'est déjà de travailler sur tout ce qui est collecte et analyse de données. Parce qu'aujourd'hui on peut analyser nos déplacements avec les smartphones, avec les données des caméras, avec les données qui sont sur les feux, en pied de feu, et on ne le fait pas. On a beaucoup de données qu'on n'analyse pas en Nouvelle-Calédonie. Tout ce qui est Mobility as a Service, j'ai fait un petit mix, la mobilité as a service, dont je pense que Nolan va nous parler aussi tout à l'heure. Tout ce qui est véhicule en libre service, pour changer le paradigme, passer de la propriété, je possède un véhicule, à j'utilise un véhicule en fonction de mes besoins, et je n'utilise pas tout le temps mon pick-up pour aller en ville, par exemple. Et après, si on peut rêver encore plus, moi, le progrès principal que j'estime nécessaire en Nouvelle-Calédonie, ce serait d'avoir une vraie planification stratégique à l'échelle du territoire, un schéma territorial pour savoir où mettre les moyens, pour quels usages, avoir des indicateurs et une gouvernance claire. Pourquoi pas une agence ou une direction de la mobilité, on peut toujours rêver. Et enfin, un urbanisme des courtes distances, parce que ça sert à rien de faire tout ça si à côté on fait des lotissements qui s'étalent, on étale aussi les tribus, on brousse, tout ça. Donc le meilleur déplacement, c'est celui de la marche à pied. Donc du coup, si on peut travailler l'urbanisme des courtes distances, on y arrivera tous ensemble. Grand merci Catherine. Quelle présentation efficace, succincte et effectivement force de proposition. Donc, comme finalement dans le secteur de l'énergie, là, on voit aussi de nouveau un appel. Je ne sais pas s'il y a des acteurs du cluster open ou en tout cas des gens qui travaillent dans le numérique, mais on entend que la data aujourd'hui est un petit peu l'or noir et en tout cas une nouvelle ressource qu'il va falloir exploiter pour mieux monitorer nos consommations. Et ça, on entend que cet enjeu est très très fort en Nouvelle-Calédonie. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est qu'on va enchaîner plusieurs présentations. J'ai un peu de retard, donc je vais essayer en fait on va prendre ces présentations et on groupera en fait les moments de questions. Et j'ai le public que j'ai chauffé ce matin qui m'a dit bah alors nos questions. Donc on va essayer de aussi prendre les questions du public. Et c'est Nolan qui va prendre la suite. Je suis Covid-free. Avec une présentation, voilà, Canva, j'espère qu'il fonctionne, je te donne... Oui, il faut juste que tu m'indiques le sens de... À droite. Alors comme ça, schlack. Merci. Ok, on va s'en sortir. Bonjour à tous, Nolan Charles. Donc du coup, si on doit se définir, on définit généralement en interne comme le magasin chinois de la mobilité. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'on va traiter plusieurs solutions. Il y a, la mobilité est hyper large, les solutions sont très larges aussi. Du coup, ce qu'on essaie de faire, nous, là c'est Ivy, mais chez Yugo, c'est de pouvoir réinventer nos façons de se déplacer. Donc c'est des solutions de mobilité alternatives. Catherine en a parlé un petit peu juste en fin de séance, et je suis content qu'elle n'ait pas poussé le truc, parce que sinon ma présentation aurait servi à rien. Et du coup, moi, ce que je vais vous présenter... Si j'y arrive. Tu ne peux pas. Et alors, la technique me dit que tu es en train de cacher l'émetteur avec ta main. Je ne sais pas, tu as des mains spéciales. Oui, apparemment. Est-ce que c'est mieux ? Il faut que tu tiennes le micro plus haut. Refais-moi le geste, s'il te plaît. Ce geste était un peu bizarre, Flo. Hein. Ça te va comme ça ? C'est bon ?
Et donc j'ai besoin, parce que là nous avons une présentation qui nécessite Internet. Est-ce qu'elle fonctionne si je fais ça? J'allais parler du logiciel justement. Ah voilà, c'est magnifique. Ouais, dès que vous... C'est magnifique, Nolan, je pense que ça Ok, fonctionne. je peux y aller. Donc du coup, moi je vais vous parler du MaaS, donc Mobility as a Service. Catherine en a parlé très rapidement tout à l'heure. J'ai essayé de vous faire un petit tour d'horizon des solutions qui existaient en métropole et ailleurs. Et du coup, le premier, c'était notamment la partie covoiturage. Donc, Catherine en a parlé tout à l'heure. Nolan, je suis obligée de te faire un cours de tenage de micro. Est-ce que ça te va comme ça? Voilà, tu vois, tu fais un peu comme un rappeur, tu vois, tu le tiens vraiment au début, mais pas du tout à la fin. J'aurais dû prendre celui avec le fil alors du coup. Ce n'est pas une glace. Ok, donc du coup, je reprends. Je vais essayer de terminer cette présentation. Attends, je reviens. Donc la partie covoiturage, Catherine en a parlé tout à l'heure, on travaille sur un projet de covoiturage à l'échelle de la Calédonie et avec nos cousins polynésiens aussi, puisque je vais vous en parler un petit peu plus tard. Comment on arrive aujourd'hui à créer des solutions logicielles sur des petits marchés. Ça va être un peu le cœur de cette présentation-là. Donc tout le monde connaît Blablacar, enfin en tout cas la plupart du monde connaît, et Caros, un petit peu moins connu, mais par contre qui est spécialisé sur les trajets domicile-travail. Donc ce qu'on voit en France et dans les autres pays, c'est que la partie covoiturage en fait est très scindée. Il y a des solutions très spécifiques pour du domicile-travail, pour du trajet libre, ou encore des solutions de covoiturage avec des arrêts en tant que tels. Donc on voit que tout est compartimenté. Nous, à l'échelle de la Calédonie, je ne pense pas qu'il faille aujourd'hui tout éclater parce que le marché n'est pas assez gros pour répondre à l'ensemble des choses et qu'il faut arriver à avoir du flux sur ce genre d'application. Et donc du coup, la partie covoiturage est vraiment quelque chose qu'on pousse et on pense pouvoir le faire d'ici l'année prochaine. Donc toute une étude a été faite justement en amont sur les façons de lancer ce type de produit et je vais vous en parler un petit peu plus tard. La micromobilité, je voulais faire un petit laïus sur Pony que je trouvais génial. En fait, c'est chacun dans cette salle peut investir dans une trottinette électrique et cette trottinette électrique devient un actif. Donc en fait, on construit les parcs de trottinettes électriques avec l'ensemble des personnes. Tout le monde investit dans ce genre de parc. Et donc là, on a vraiment une notion de partage qui devient intéressant. Et c'est ce qu'on appelle dérisquer les investissements sur ce genre de produit. Lime, un peu plus connu chez nos amis de la Nouvelle-Zélande, c'est aussi les trottinettes électriques en libre service. Sur de l'autopartage, nous on en fait à l'échelle de l'entreprise, mais il y a des solutions comme Communauto, qui est vachement connu aussi au Canada, qui sont des parkings d'Autolib avec des abonnements où on peut piocher, on peut aller chercher son véhicule en fonction de son utilisation. Et on a Getaround, qui est plutôt une solution d'autopartage qui permet à un particulier de louer à un autre particulier son véhicule, par exemple quand il part en voyage. Donc ça permet de rentabiliser l'investissement fait sur un véhicule. Un véhicule qui dort est un véhicule qui coûte cher. C'est comme ça qu'il faut le voir. Et tout le monde connaît les solutions comme Uber, un peu moins connu peut-être Lyft, qui est le concurrent direct de Uber, où là c'est du on-demand. J'ai besoin de me déplacer, je commande un taxi, en tant que tel, ou en tout cas un chauffeur, et je peux me déplacer un petit peu partout. La question à laquelle je voulais répondre, c'était surtout, est-ce que c'est possible de déployer ces solutions en Nouvelle-Calédonie? Donc vous vous doutez bien que la réponse va être oui, parce que sinon on ne serait pas là. Et donc du coup, la vraie question qui se pose, c'est comment on arrive aujourd'hui à déployer ces solutions-là. Et là, je vais vous parler un peu de taille critique en tant que telle. On est un petit marché. Et donc du coup, on n'est pas beaucoup de consommateurs, les développements coûtent assez cher pour la plupart des solutions de mobilité, et le but est d'aller chercher soit grâce à des AAP, donc des appels à projets ou des subventions ou des concours, et donc là je ne parle pas forcément d'appels à projets locaux, parce qu'il y a des fonds d'investissement, enfin il y a des fonds pacifiques, il y a des fonds outre-mer et il y a des fonds européens. Aujourd'hui on a entièrement la possibilité d'aller les chercher, nous issus de Calédonie, et donc du coup c'est vraiment un upside qui nous permet d'avoir des business models qui deviennent intéressants. Derrière tout ça, et le point en fait de toute cette réunion, ce French Tech Summit, c'est de dire ok, ben on est tous avec notre petit marché. Comment on arrive aujourd'hui à se régionaliser, à trouver des applications sœurs qui peuvent à la fois servir en Calédonie, et je pense directement à la Polynésie parce que ils ont les mêmes mœurs et les mêmes problématiques en tout cas en termes de transport, encore plus important parce que en termes de taille c'est un peu plus petit, et donc du coup la régionalisation commence à avoir du sens. C'est justement sur cette régionalisation qu'on travaille sur la partie covoiturage, et donc du coup le but étant de créer des applications sœurs en mutualisant les développements, et donc on passe d'un marché de 300 000 personnes à un marché de 600 000 personnes.
Le point que je voulais aborder, et c'est un peu tout le vecteur de cette table, on a des experts en termes de mobilité durable, et la réponse, enfin la question qu'on se pose souvent, c'est l'électromobilité, est-ce que c'est un vecteur de mobilité durable? On s'est beaucoup posé la question. Et on est arrivé à la conclusion qu'en fait, l'électromobilité permettait de pouvoir partager plus facilement un véhicule. En effet, il y a moins... quand on regarde en fait le covoiturage, l'autopartage, etc., le poste premier de dépense, c'est quoi? C'est l'entretien du véhicule en tant que tel, ou c'est l'essence. Enfin, il y a pas mal de postes qui rentrent en compte. Sur l'électrique, ça permet plus facilement de pouvoir partager. Il faut arriver à cette notion, et c'est l'intérêt du MaaS aujourd'hui, c'est de partager plutôt que de posséder. Donc c'est psychologique, okay, il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. Il y a toujours un incitatif premier, c'est l'argent. Je le disais très récemment, en Calédonie, on est quand même très attaché à la terre. Si derrière, on arrive à mettre un incitatif qui permet juste de switcher un peu les mentalités par rapport à ça, je pense que c'est complètement faisable d'arriver à ce genre de projet. Et du coup, nous, on a vraiment cette vision logicielle et souvent, on se demande, ok, ça sert à quoi le logiciel pour l'électromobilité? Il y a une voiture électrique, il y a une borne électrique, très bien. Le logiciel fait quoi dans tout ça? Donc, je vous ai fait un petit schéma qui n'est pas très compliqué si on a la grille de lecture. Alors du coup, ça se lit de droite à gauche. Donc on part de la supervision. De l'autre côté, ce qu'on appelle des CPO, c'est des Charge Point Operators. Donc c'est des propriétaires de bornes. Imaginons aujourd'hui, je suis une mairie, je veux installer des bornes pour mes usagers. Par contre, j'ai pas envie de m'en occuper, c'est pas mon métier, j'ai pas d'agent pour pouvoir s'en occuper. Dans ces cas-là, on fait appel à un logiciel de supervision. Ce logiciel de supervision permet de pouvoir remonter l'état des bornes en temps réel, permet de remonter également si les bornes ont un problème ou pas, parce que c'est vraiment ça le fond du problème quand on déploie des bornes, c'est de ne pas avoir une borne disponible. Et ça, en termes de bruit négatif, c'est très fort. Donc du coup, l'idée, c'est d'avoir des bornes qui soient complètement disponibles en tout temps. Ce logiciel de supervision permet également de gérer toute sa politique commerciale, c'est-à-dire que je peux faire varier mes prix en fonction des heures de la journée, en fonction de la nuit, en fonction de si je suis une grande surface qui veut attirer des gens et dans ces cas-là, je ferai un tarif qui soit moins cher, ou au contraire, si je veux vraiment exploiter ces bornes avec de la recharge opportuniste, placée par exemple sur les transversales, pourquoi pas, où là, mon but, c'est juste de fournir un service de recharge sur des points qui étaient avant isolés. Donc ce logiciel de supervision dialogue en direct avec notre petit MSP. Donc en fait, c'est notre application mobile qui permet à un utilisateur de pouvoir gérer sa recharge. J'arrive à ma borne, je la déverrouille, je choisis le montant que je veux mettre ou je bloque le montant que je veux mettre et j'utilise ma recharge en tant que telle et j'ai mon petit porte-monnaie électronique qui se débite automatiquement. Donc cette partie Mobility Service Provider et cette supervision, pour qu'elle soit partagée, et ça a été le gros problème en Europe, c'est qu'en changeant de ville, on changeait pratiquement d'application mobile. Et donc ça devenait quand même très chiant quand on est un usager. Tu changes d'arrondissement, tu es obligé de prendre une solution encore différente. Donc l'idée, c'était de créer cette plateforme d'interopérabilité. Donc ça, c'est le hub. Cette plateforme d'interopérabilité permet de remonter l'ensemble des données issues de ces deux grosses parties. Parce qu'il peut y avoir plusieurs solutions de supervision, plusieurs application mobile, mais le but c'est que l'usager final il soit pas perdu dans tout ça. Donc on veut de la transparence pour les usagers et cette plateforme d'interopérabilité permet de remonter l'ensemble des données issues de tous ces constructeurs-là. L'idée derrière, c'est de pouvoir piloter plus facilement également le tarif en tant que tel, puisque cette plateforme peut dialoguer avec le gestionnaire du système électrique. Parce que ce que disait Jean-Gabriel tout à l'heure, c'est en fonction des messages qu'on reçoit, on peut pousser à la recharge avec des incitatifs en termes de prix du kilowattheure. Et c'est justement ce qu'on a développé chez Eevee. On a développé ces 3 briques, pourquoi ? Parce que ces 3 briques étaient inexistantes. Il y a 1 an et demi, on s'est dit on veut se lancer là-dedans. Nous, on gère des parcs de véhicules aujourd'hui, on équipe des véhicules électriques, et on s'est dit pourquoi on ne superviserait pas des bornes électriques ? Et bien parce qu'on ne sait pas faire, tout simplement. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on s'est rapproché d'Enercal pour ça, pour cette vision d'énergéticien, qu'on a monté cette structure. Et aujourd'hui, on a déployé ce triptyque. Et la partie plateforme d'interopérabilité ne doit pas nous appartenir. C'est quelque chose qui doit être partagé par l'ensemble des acteurs de l'écomobilité. Et c'est sur quoi on travaille avec le COPIL en ce moment. C'est d'avoir une solution déjà qui soit pays.
Parce qu'aujourd'hui, c'est trop facile d'aller chercher des solutions à l'extérieur, de les implanter ici, et que ça ne corresponde pas du tout à nos attentes. C'est-à-dire qu'on va utiliser une grosse machine à 10% et on va payer la machine forcément à 100%. Et donc l'idée, quand on regarde la régionalisation, et c'est pour ça que je reviens là-dessus, quand on regarde les problématiques à Tahiti, quand on regarde les problématiques de nos pays voisins, ils auront exactement les mêmes problématiques que nous. Et donc du coup, si on arrive à développer un projet pays avec la plateforme d'interopérabilité, on peut nécessairement, et je pense qu'il faut aller vers un projet plutôt pacifique, où les coûts seraient encore plus dilués, et donc du coup on arriverait à avoir un outil qui soit adapté à nos territoires. J'ai presque fini. Cette grande question du véhicule électrique, est-ce que c'est propre? De toute façon, c'est Pierre qui va répondre à ça tout à l'heure. Mais nous, on a essayé de réfléchir à tout ça. Donc, il y a plein de choses qui se disent. Nous, on n'est pas des concessionnaires. En tant que tel, on essaye d'être très pragmatique, en fait, sur cette question-là. On pense que oui. On pense que oui, si on arrive à envoyer les bons messages au bon moment. C'est-à-dire qu'on est full ENR, les gars, allez vous recharger. Vous allez me dire, je vais pas sortir du travail à 14h pour aller recharger ma voiture. C'est génial, mais bon, j'ai d'autres choses à faire. Ok, pas de problème. L'idée derrière, c'est de pouvoir optimiser en fait l'utilisation du surplus solaire. Vous allez me dire, je réponds toujours pas à la question. C'est normal, parce que ce qui va nous intéresser, c'est la notion de stockage. Si on arrive aujourd'hui à pouvoir stocker le surplus qu'on produit dans la journée et qu'on arrive à le réinjecter à un moment donné sur les recharges où les gens veulent bien se recharger, c'est là où on arrive à avoir quelque chose d'assez vertueux. Ce qui peut être encore plus vertueux, et c'est la filière qu'on aimerait pousser en Calédonie, c'est le recyclage de ces batteries-là. Parce que ce qui est chronophage, ce qui est énergivore, ce qui mange de la ressource, c'est vraiment cette batterie. Si on arrive aujourd'hui à récupérer les batteries usagées, si on arrive à les reconditionner et à en faire des batteries de stockage qu'on peut réutiliser sur des bornes qui permettent d'optimiser le surplus solaire, on pense que la boucle, elle est pas loin d'être bouclée. En tout cas, c'est ce qu'on fait. On a la partie logicielle qui est aujourd'hui en fonctionnement et aujourd'hui, toute notre R&D est faite sur ces parties-là. Et on s'appuie sur les compétences de l'énergéticien pour pouvoir avancer dessus, sur des fonds européens pour pouvoir financer cette recherche et développement, sinon c'est impossible à financer, on est toujours à perte. Et donc du coup, le dernier niveau de tout ça, une fois qu'on a eu cet écosystème, une fois qu'on a monté cet écosystème, ce qui nous intéresse, et c'est Olivier qui en parlait tout à l'heure, c'est la résilience énergétique. Alors, quand on parle de V2H, qui est le véhicule to home, ou le V2G, qui est véhicule to grid. Le V2H est un peu plus mature que le V2G aujourd'hui. V2H, c'est-à-dire qu'en fait, il faut voir une voiture électrique comme une grosse batterie de stockage. Donc vous pouvez rouler toute la journée, vous pouvez vous recharger, et la nuit, vous pouvez alimenter votre domicile avec votre voiture électrique. Et là, ça devient intéressant. La partie V2G, ça serait encore mieux, c'est de pouvoir décharger sur le réseau électrique quand il y a des besoins très précis. Donc aujourd'hui, c'est Pierre plutôt qui va me le dire, mais il n'y a pas beaucoup de véhicules qui sont V2G compatibles. En tout cas, ils poussent dans ce sens-là. Donc nous, si on doit vraiment synthétiser la partie R&D, on aurait pu faire un gros cercle en fait autour de tout ça, parce que tout est lié. Il faut commencer par envoyer les bons messages au bon moment pour pouvoir ensuite arriver à cette résilience énergétique. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Merci. Merci Nolan. Alors, petite question à vous deux, Catherine et Nolan, parce qu'on l'a entendu, si on veut arriver finalement à transformer les choses, en tout cas sur nos mobilités, il faut que les usages s'accordent quand même avec ce qui est proposé. Quand on voit la grande liste finalement de nouveaux usages que tu proposes, le covoiturage, la mobilité à la demande, il faudrait qu'on revienne sur le slide, il y avait au moins 6 catégories. Comment est-ce qu'on accompagne les Calédoniens qui sont plutôt habitués pour certains à être des marcheurs, pour d'autres à avoir le pick-up et ne pas en démordre? Comment est-ce qu'on accompagne en fait cette transition aux usages? Alors déjà, l'usager calédonien, comme tous les usagers, il recherche surtout le gain de temps, la fiabilité de son temps et le gain financier. Donc du coup, si déjà on a des solutions qui sont efficaces et qui sont à des coûts moindres et qu'on arrive à communiquer sur ce sujet et à transmettre les messages, les changements de comportement, ils se font d'une certaine manière. Après, ils peuvent se faire lentement. Donc après, il y a aussi un accompagnement et
Et aussi, à un moment donné, on peut aussi, c'est ce qui se fait dans certaines villes, réduire le champ des possibles aussi. Si on sait qu'on n'a plus trop d'autres solutions, c'est aussi le rôle des collectivités, si on veut qu'il y ait un réel changement de comportement rapide, pour le coup, d'inciter avec d'autres politiques en lien avec l'urbanisme, des zones qui seraient limitées aux voitures à faible émission, par exemple, le stationnement, des voies réservées. Ça, c'est l'étape d'après si on veut vraiment aller vite. Je peux peut-être rajouter une chose aussi, c'est que le changement des comportements, on l'a vu en fait sur Yogo, ça passe nécessairement par les entreprises en tant que telles. Si j'utilise une solution qui est différente de ce que je fais dans ma sphère privée, j'ai beaucoup plus de chances de convertir en fait cette personne-là. En fait, la problématique, c'est que les gens ne testent pas parce qu'ils ne connaissent pas. On va en parler aussi sur la voiture électrique, c'est exactement la même chose. Tant que la personne n'a pas testé quelque chose de différent, et c'est l'entreprise pour moi qui doit vraiment être au centre de ces nouveaux tests, et ben c'est ce qui permettrait de catalyser l'existence de ces nouveaux produits, de ces nouveaux services. Alors, peut-être question, je ne sais pas si on vous l'a déjà posé, mais alors finalement, est-ce qu'on va revenir au cheval ? Dans le plan schéma mode doux de la zone VKP, la province Nord nous avait effectivement demandé d'intégrer avec le vélo, la marche à pied, aussi les déplacements en cheval. C'est effectivement un... D'ailleurs, le ministre Darmanin, il faisait du cheval hier, donc... Ah ben voilà, non mais... On en voit rarement, mais on en voit quand même des fois dans le village de Coné ou de Bourail. C'était les usages existants, en tout cas. Donc là, c'est vrai qu'on parle beaucoup de tech. Et peut-être dernière question, puis je vous laisserai aussi la parole, si vous voulez, peut-être plus à Nolan. Donc là, on voit effectivement l'idée d'organiser avec ce hub des transports qui finalement pourrait monitorer, en tout cas évaluer à distance des usages différents et il faudrait en fait que ça passe à une échelle différente, c'est-à-dire à l'échelle du Pacifique pour que ça soit quand même rentable. Aujourd'hui, rien ne nous empêche d'avoir une géométrie variable sur ce genre de logiciel. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de partir avec la totalité de la chose. Et c'est comme ça, en fait, c'est un vrai projet start-up, en fait, ce truc-là. On part d'un embryon sur lequel on va y accoler des services en fonction des usages et en fonction du degré de maturité de marché. Et donc, du coup, cette solution se construit petit à petit. Et je pense que pour arriver, non pas à une rentabilité, mais plutôt à une efficience encore plus importante, le but est d'aller le partager avec nos voisins du Pacifique. D'accord, donc là plutôt une stratégie Lego, petite pierre par petite pierre. Avez-vous des questions à poser à nos intervenants sur justement la mobilité en Calédonie et puis les évolutions, en tout cas techno, qui nous sont proposées ? Ah, allez-y. Alors, présentez-vous. Alors, j'ai deux questions, Frédéric, et peut-être je vous laisse vous présenter. Vous vous appelez, alors je ne sais pas si je vous laisse mon micro aussi. Bonjour, Rosa Puzio, je travaille pour le consulat d'Australie. J'ai une question plus pour... pardon, j'ai oublié votre prénom. Catherine. Oui, Catherine. Dans les statistiques sur les déplacements en Nouvelle-Calédonie, je ne voyais pas de vélos. Est-ce que ça, c'est aussi une piste qui est étudiée maintenant, peut-être pour augmenter des déplacements à vélo, surtout dans une ville qui n'est pas si grande? Oui, alors on a effectivement très peu de chiffres sur les données du recensement. On a des chiffres autour de 2% de personnes qui déclarent que leur principal mode de déplacement est le vélo, donc c'est très peu. Donc on a peu de chiffres. Et c'est une piste pour moi essentielle, effectivement, puisque les véhicules les plus propres avant la voiture électrique, c'est le vélo. Mais juste derrière, il y a la voiture électrique. Mais du coup, par contre, la question si on y travaille, ça c'est joker, parce que effectivement, il n'y a pas aujourd'hui de plan vélo en Nouvelle-Calédonie. Il y a des appels à projets vélo auxquels les collectivités peuvent participer. Donc la ville de Nouméa, la ville de Dambéa ont déjà participé, obtenu des fonds pour faire des pistes cyclables. Mais il n'y a pas de démarche plan vélo, de schéma vélo à l'échelle du territoire ou des provinces. Autre question de Frédéric ? Je te présente. Oui, bonjour, je suis Frédéric Pratelli, je suis président du syndicat des commerçants et je suis gérant de magasin bio. Moi, j'interviens simplement pour un témoignage, en fait, simplement pour comprendre vers où on va. Et je pense qu'effectivement, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est vraiment la gouvernance qui nous manque aujourd'hui.
On a un problème de savoir où on va mettre le développement de ces mobilités. Moi, je partage l'analyse sur la mobilité à vélo et on est toujours effaré par le peu de volonté ou en tout cas le peu de moyens qu'on y consacre. On a été, nous, invités fin septembre au séminaire annuel des associations de centre-ville en métropole et on a participé, nous, pour la Nouvelle-Calédonie et en même temps que la Réunion. Et on voit que la mobilité des centres-villes aujourd'hui, elle passe par la mobilité en mode doux, par le dernier kilomètre. Et aujourd'hui, on voit on est un peu à la ramasse, pour dire les choses telles qu'elles sont, sur cette mobilité-là. On a vu des expériences, par exemple, sur des agglomérations de 500 000 habitants, où la totalité du transport urbain est gratuite. Donc la volonté, quand on dit aujourd'hui les Calédoniens n'utilisent pas Néobus perd de l'argent, enfin, en tout cas, si on veut qu'il y ait une volonté de bascule des gens aujourd'hui, la mobilité en Calédonie, ça coûte cher. Même pour les gens qui ont les 20% qui n'ont pas de véhicule, aujourd'hui, c'est parce qu'ils n'ont pas, c'est pas une volonté de ne pas avoir de véhicule, c'est une volonté de ne pas avoir les moyens d'avoir ça. Et aujourd'hui, même la mobilité et le transport urbain coûte trop cher en Calédonie. Ça veut dire qu'on n'a pas de phénomène de bascule et qu'aujourd'hui, si on veut vraiment avoir une incitation pour que les gens prennent du transport urbain et que derrière, on accompagne pour qu'on ait de la mobilité derrière, Néobus, aujourd'hui, on ne peut pas mettre un vélo dedans. On ne peut toujours pas mettre un vélo dedans. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut toujours pas poser sa voiture quelque part à l'entrée d'un BA, avoir son vélo et se déplacer à vélo dans Nouméa. C'est un vélo pliable. Ouais, ok. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le schéma de réflexion qu'on a pris il y a 10 ans, alors évidemment, on n'a pas pris des bus écologiques, puisqu'on a pris des bus au diesel, mais en même temps, on n'a pas prévu la mobilité et le dernier kilomètre derrière. Donc ça veut dire que dans le schéma, il faut vraiment que c'est un problème pour moi, et bon, je finis là-dessus, c'est vraiment la gouvernance, où on met qui fait quoi, comment on coordonne l'interurbain, parce que chaque commune ne peut pas décider toute seule, puisque évidemment on est sur un schéma d'aménagement du territoire. Et derrière cela, ça veut dire que ça recrée aussi, et c'est pour ça que j'interviens, de la fréquentation sur les centres-villes et pour les commerces de centre-ville. C'est ça qu'on cherche aussi, à recréer de la dynamique et pas à étaler l'urbanisme sur des périphéries où aujourd'hui les gens sont très éloignés des centres de consommation. Voilà, c'est pour partage d'expérience. Merci. Merci beaucoup. Bonjour, Franck Ridon, la French Tech NZ. Moi, je suis assez curieux finalement de voir un petit peu comment vous abordez cette problématique, mais surtout dans le contexte un peu de benchmark. Est-ce que ça a été fait ailleurs? Est-ce que vous utilisez des modèles qui ont été déjà utilisés, où il y a déjà des résultats, ou est-ce que vous partez sur une page blanche? Pour la partie logicielle, tu veux dire? Enfin, pour la partie nouvelle mobilité alternative, on regarde ce qui se passe ailleurs. On ne peut pas partir d'une page blanche aujourd'hui. On regarde surtout comment les business models pivotent. Parce que dans la mobilité, on remarque que ce qu'on définit au début n'est pas forcément le business model qu'on aura à la fin. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir une veille continue en fait, sur ces solutions-là. On regarde beaucoup ce que fait la Nouvelle-Zélande. D'ailleurs, la Nouvelle-Zélande est très avancée, on trouve, en termes de mobilité. Et c'est super intéressant de voir comment une solution de départ, avec une problématique bien précise, en fait, on se rend compte qu'on peut toucher plusieurs types de mobilité avec une seule solution. Et donc du coup, pour répondre à ta question, oui, on est obligé de faire du benchmark. On ne peut pas partir d'une page blanche. Il faut juste qu'on puisse accoler nos spécificités par rapport à des solutions existantes et de voir si on doit créer des modules spécifiques par rapport à nous, ce qu'on est et où on veut aller. Alors, il y a 3 questions là qui se bousculent. On va prendre les 3 d'un coup. Et donc, vous allez répondre, nos intervenants vont répondre ensemble. Oui, alors moi, c'est pas une question, c'est un commentaire sur le véhicule électrique. Est-il propre? Christophe, je suis juste utilisateur, absolument pas spécialiste. Sur le véhicule électrique, est-il propre? On est à Nouméa. On a à Nouméa une qualité de l'air qui est vraiment catastrophique et de très mauvaise qualité. L'air est extrêmement pollué. On s'est aperçu pendant les confinements que cette pollution vient essentiellement du trafic automobile, avec un parc diesel très important. Moi, je roule dans une voiture électrique très ouverte et je suis agressé par les fumées, la pollution, le bruit, la chaleur même que dégagent les véhicules thermiques. Donc, sur cet aspect-là, je sais que globalement, certains prétendent qu'une voiture électrique elle est plus polluante qu'une voiture diesel, mais en tout cas sur cet aspect-là, si le parc automobile électrique était plus important dans Nouméa, eh ben, on aurait une qualité de l'air bien meilleure.
Oui, bonjour, merci pour vos commentaires et votre présentation. Le dernier slide, là, c'est... Pardon ? Ah pardon, oui, Stéphane Larnand, directeur opérationnel Intellia, donc intégrateur de solutions télécom, et membre aussi de l'association Zéro Déchet NC. Pour le coup, je suis cycliste. Le dernier slide, donc c'est effacé là, mais c'était sur la question de savoir si le véhicule électrique était propre. Alors moi personnellement, je suis pas convaincu, j'aimerais que vous puissiez me convaincre de ça. Vous n'avez pas forcément parlé des aspects fabrication. Là-dedans. J'espère que tout le monde de ce matin était encore présent maintenant, puisque si on s'est arrêté à 10h30, on pourrait croire que la seule solution de décarbonation du déplacement en Calédonie, c'est de changer toutes les voitures pour de l'électrique. Je pense que là, c'est pas vraiment la solution. Il faut un mix, comme disait hier Inès, il faut de la nuance là-dedans. Donc, oui, alors cheval, cycliste, etc. Ouais. Mais donc j'aimerais que vous puissiez nous convaincre avec des chiffres du caractère propre de la voiture électrique. Merci. Merci beaucoup. Donc moi, c'est pas mon métier de vendre des voitures électriques. Donc, et d'ailleurs, j'ai fait exprès de mettre ce slide-là pour mettre Pierre dans l'embarras, pour qu'il puisse nous sortir les chiffres. Moi aussi, j'ai besoin d'être convaincu. Ce slide, en fait, servait justement à un peu tuer le débat, dans le sens où même si on fait abstraction de ces chiffres-là, encore une fois, je ne les ai pas, je dis juste que si on arrive à créer cette boucle-là, on arrive naturellement à avoir quelque chose de propre. On arrive à avoir une empreinte qui est beaucoup moins grande qu'avec des véhicules thermiques. Et à partir de là, je vais passer le micro à Pierre, qui va peut-être vous convaincre. Mais pour tuer le game, il n'y a que la marche à pied qui est réellement totalement propre. Donc on peut dire moins sale que plutôt. Mais vas-y Pierre. Moi, je n'arriverai pas à vous convaincre. Ça ne fait pas partie de ma présentation, mais je vous encourage à écouter le message du président de la République qui mouille sa chemise en faveur de la voiture électrique. Si, au niveau de l'Europe, l'ensemble des gouvernements ont validé un schéma qui vise à retirer le moteur thermique à l'usage à partir de 2035, c'est qu'il y a un bien fondé sur la voiture électrique. Alors après, on peut en parler durablement, mais c'est un débat sans fin. Je pense qu'on a tous été sceptiques. Je me rappelle des smartphones, quand ils ont sorti, on avait tous le sentiment qu'on mourrait des ondes et qu'on finirait complètement sourd. Aujourd'hui, on ne se pose plus cette question. Donc, on pourrait prendre énormément d'exemples. On va pas, moi, je n'ai pas la prétention de pouvoir transformer votre vision, mais je m'en réfère simplement à l'humanité, et en tout cas aux gouvernements européens qui ont pris ce type de décision. Donc, je me range à ces décisions qui me paraît sage, tout en sachant que ce qui a été dit tout à l'heure, un véhicule électrique qui est rechargé aujourd'hui sur des panneaux solaires ou avec une énergie fournie par Enercal propre, obligatoirement en ville, elle n'émet aucune particule et elle n'émet aucun gaz à effet de serre. Je vais être très rapide et cette question s'adressera peut-être plutôt à Nolan. Tout à l'heure, Charlotte, Jean-Marc Brécard, slasher, on va dire. Tout à l'heure, tu as évoqué l'aspect numérique. L'écomobilité a probablement quelque chose à tirer des informations numériques. Est-ce qu'aujourd'hui, tu disposes de données suffisantes? Est-ce que tu aurais besoin de données en forme open data qui te permettraient d'avoir encore plus de possibilités de développer des choses? Et justement faire un appel, parce que je crois qu'il y a des représentants dans la salle qui ont des jeux de données qui sont énormes et qui pourraient te servir. On a le même combat, Jean-Marc. Oui, on a vraiment besoin de données. Il y avait l'open data, c'est quand même une question qui a été soulevée depuis un certain temps. Il y a des jeux de données qui sont aujourd'hui disponibles. Clairement, il nous manque de la donnée. On a des data scientists calédoniens qui sont à l'extérieur et qui me demandent des jeux de données calédoniens. Et en fait, on n'a tellement rien à leur donner qui n'envisagent même pas de revenir. Et donc c'est un peu le combat de talents calédoniens, c'est que si on ne met pas en place ces jeux de données, parce qu'ils existent, on a juste à les afficher quelque part ou à les rendre publics. Donc on peut compartimenter des données. Aujourd'hui il y a des données sensibles qui ne peuvent ne pas être partagées et qui peuvent être comprises. Je comprends très bien que ça ne peut pas être partagé, mais il y a des jeux de données qui méritent, notamment sur la partie circulation, il y a des jeux de données qui méritent d'être partagés parce que il y a des startups, il y a des entrepreneurs qui souhaitent jouer avec ces trucs-là. On peut faire des challenges, on peut faire des défis par rapport à ça, et ça je pense au Océan Hackathon, justement qui mène ce combat-là par rapport à la notion d'océan. On pourrait très bien imaginer un mobilité hackathon avec des données routières, avec des données issues des comptages, avec des
des données issues des ventes de véhicules, tout simplement. Et dans ces cas-là, oui, on a besoin de données. Donc je ne sais pas s'il y a des gens de la DSI dans la salle, mais on prend. Non, mais 2017, un premier hackathon avait été organisé à l'université, à mon initiative notamment, et on avait eu des données, notamment du SMTU. Et c'était, on va dire, une première d'ouverture de données avec des acteurs pas forcément habitués à les partager. Et on avait eu 18 équipes, projets, sur des solutions à la fois de mobilité, d'énergie également. Il y avait et aussi il y avait des données administratives. Tu voulais compléter ? Oui, c'est juste la donnée la plus riche qui existe sur la mobilité, elle est dans les mains de l'OPT. C'est la donnée de nos téléphones portables, puisqu'on sait à chaque instant où chacun de nous est. Et donc aujourd'hui, c'est ces données-là qui sont utilisées dans les modèles de trafic dans la plupart des pays du monde. Donc l'OPT étant présent, j'en profite. Oui, tout à fait, l'OPT est là. Alors, nous allons continuer effectivement à parler mobilité avec Pierre et Jean-Christophe. Jean-Christophe, en tant qu'ingénieur travaillant à l'Agence calédonienne de l'énergie, est-ce que tu peux nous donner effectivement ta vision sur ces enjeux d'énergie? Et ensuite, Pierre, tu nous présenteras également une solution que toi tu développes en Nouvelle-Calédonie en termes de mobilité électrique. Alors, on casse le matériel, attention. Alors, la télécommande est ici. Tu peux faire les deux, comme tu veux. On va le garder. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis effectivement ingénieur à l'Agence calédonienne d'énergie, qui est un établissement public qui a pour rôle de travailler sur la transition énergétique et donc tout ce qui touche à la transition énergétique et le transport à travers la décarbonation des transports, comme on l'a vu ce matin, touche à la transition énergétique. Donc nous on s'est saisi du sujet sur la mobilité dans son ensemble et on a travaillé, c'est l'objet de ma présentation normalement aujourd'hui, sur la mobilité électrique dès la fin des années 2020 parce que déjà on savait de par les retours qu'on avait à travers le monde que le véhicule thermique moteur thermique arrivait à sa fin dans des prochaines décennies et ça s'est confirmé puisqu'aujourd'hui si je ne dis pas de bêtises, l'Europe a annoncé plus de véhicules thermiques neufs à horizon 2035 et ça c'est un des sujets qui fait que on n'a pas le choix, il faut aujourd'hui former l'ensemble de nos jeunes qui vont devoir travailler donc du coup sur l'entretien et la maintenance des véhicules avec électriques ou d'autres motorisations et ça se fait aujourd'hui pour être prêt dans 10 ans. Nos garages vont devoir se réformer, les garages on ne verra plus de l'huile partout, on verra par contre des salles blanches et ça c'est aussi nouveau et comme on le sait, Nolan le sait très bien, si la Nouvelle-Calédonie de par sa situation géographique et de par le nombre de sa population n'anticipe pas, et ben on sera à la ramasse dans 10 ans, on sera au pied du mur. Et l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, on a des aides pour faire tout ça. Et dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, il n'y en aura plus. Donc l'objet, nous, de l'agence, c'est un petit peu de devancer un petit peu tout ça du mieux qu'on le peut. Et à travers tout ce qui se fait dans le monde, on essaye de regarder ce qui peut être intéressant pour la Nouvelle-Calédonie. Et on essaye de mettre en place, du coup, des projets pilotes qui derrière peuvent être répliqués et pour voir si vraiment ça a du sens et comment on peut les mettre en place. Donc la mobilité électrique, on l'a attaquée en 2021, fin 2020, début 2021. On est parti, donc la première réflexion, c'est de se dire, voilà, mobilité électrique, si on y va, comment on y va Est-ce qu'on vend des véhicules électriques, mais s'il n'y a pas de borne, les gens ne vont pas l'acheter. Est-ce qu'on met en place des bornes, mais s'il n'y a pas de véhicules électriques, personne ne va investir. Donc ça, c'était le premier dilemme. Et des bornes, on en met combien? Et des véhicules électriques, on en aura combien à horizon 2030? Donc déjà, la donnée, ça c'est essentiel, comme l'a dit Nolan. Et de la donnée, il y en a en Nouvelle-Calédonie. Le problème, c'est que moi, alors faut fouiller. Il faut aller dans les services, dans les directions. Il faut aller des fois chez nos concessionnaires. Mais on arrive à avoir de la donnée. De la donnée est vraiment intéressante. Et donc sur le véhicule électrique, la première réflexion qu'on a eue, c'est de savoir combien de véhicules roulaient aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. Et ça a été la première question cruciale à laquelle il a fallu répondre. Et suivant les données qu'on avait, ça variait entre 150 et 250 000. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a les services d'immatriculation, mais on sait tous les véhicules qui sont immatriculés, mais on ne sait pas les véhicules qui continuent à être immatriculés, mais qui ne roulent plus.
Donc on approche les 250 000 véhicules immatriculés, mais ça ne veut pas dire qu'ils roulent, ils sont pas en service. Ceux qui sont au bord de la route cramés, ils sont toujours immatriculés. On a ensuite plusieurs véhicules, on l'a vu avec Catherine, les foyers sont inégalement équipés. Il y a des foyers qui ont 3 véhicules, voire 4 véhicules pour une famille de 3, et d'autres qui n'en ont pas. Donc tout ça ne nous disait pas combien de véhicules étaient réellement sur la route en Nouvelle-Calédonie tous les jours. Et donc on a recoupé un petit peu tous ces chiffres avec des données concernant les huiles vendues, avec les quantités d'essence et de diesel distribuées. Et on est arrivé à un chiffre qui était à peu près de 175 000 véhicules aujourd'hui roulants en Nouvelle-Calédonie. C'est à peu près le consensus qu'on a trouvé avec l'équipe qu'on avait montée. On n'était pas tout seul à travailler dessus, on avait réuni tous les acteurs de la mobilité. Et donc à partir de là, on a dit 170 000 véhicules, à horizon 2030, on peut partir du principe qu'avec une population sur les chiffres qu'on a aujourd'hui qui augmente difficilement, on sera allé à 185 000 véhicules, en partant du principe que le Calédonien va devoir quand même changer de paradigme dans l'usage de son véhicule, et ça va prendre un petit peu de temps. Et derrière, on a les mobilités douces et les autres types de mobilités qui vont quand même se développer. On le voit, ça se développe. On voit de plus en plus quand même de vélos dans Nouméa qui circulent. Donc il y a quand même un paradigme qui se met en place. Et donc on s'est, après avoir défini 3 scénarios, on a choisi le médian, et le médian c'est celui que vous avez là, c'est-à-dire 18 500 véhicules électriques en circulation en 2030. Alors tout ça pour dire qu'en 2030, par rapport à 185 000, il n'y en aura que 18 500 par rapport à notre scénario, ça représente 10%, on est vraiment sur une marge assez faible du développement. Et à partir de là, du coup, on a pu regarder qu'est-ce que ça donne par rapport au secteur des transports, et des émissions totales de GES. Et on a pu regarder derrière qu'est-ce qu'il fallait mettre en place pour pouvoir développer ce véhicule électrique en termes de nombre de bornes et en termes de tarification pour que les gens puissent l'acheter et recharger. Donc on a déjà on a défini un schéma de maillage. Ce schéma de maillage par rapport au territoire, parce que la majorité quand même de la plus grosse partie des véhicules, c'est les déplacements sur le Grand Nouméa, donc il fallait répondre sur la zone du Grand Nouméa, mais aussi répondre sur l'intégralité du territoire, mais avec des temps de phase un peu plus répartis, parce qu'on n'a pas le même nombre de véhicules qui circulent sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. Et derrière, il a fallu réfléchir à comment on pouvait favoriser, parce que le véhicule électrique a du sens que si on se recharge en journée, je ne vais pas répéter pourquoi. Comment on pouvait favoriser aujourd'hui la recharge du véhicule électrique en journée par rapport on va dire à ceux qui rechargent à la maison et qui souvent rechargent le soir. C'est ce qui se passe partout ailleurs, dans beaucoup d'endroits, parce que c'est le plus simple, on est le soir chez soi et on charge. Et du coup, il y a une tarification qui est sortie au niveau du gouvernement pour justement favoriser la recharge en journée. Vous avez un tarif de 7,40 qui est un petit peu augmenté par rapport à la hausse de l'énergie fossile. On est aux alentours de 8 francs aujourd'hui. Mais voilà, il y a vraiment un gap entre le tarif jour et le tarif nuit. Ça, c'est vraiment une incitation pour la recharge en journée. Donc dans le déploiement, par rapport à la stratégie des 18 500, on a un déploiement de un point de charge pour 5 véhicules, avec une première phase 2022-2024. Et l'objectif, c'est que ces points de charge se trouvent, ce qu'on appelle ça des IRVE, des points de charge de recharge publique, c'est-à-dire tout un chacun va pouvoir s'arrêter à un moment donné et pouvoir recharger son véhicule sur un point de charge qui est disponible. Et ensuite, à partir de 2025, par rapport au scénario de montée en puissance, on est parti sur 10 points de charge pour un point de charge pour 10 véhicules électriques. Donc le but, c'est qu'au départ, il faut financer ça, parce que les investisseurs sont pas partie prenante pour partir, parce que c'est quand même des coûts. Alors pour vous dire, sur un point de charge aujourd'hui de 7 à 22, on est à peu près sur 1 million de francs d'investissement. Un point de charge qui ensuite, alors ça c'est de la recharge ce qu'on appelle lente, sur de la recharge moyenne où on va approcher les 50 kW, on sera plutôt aux alentours des 50 millions. Et ensuite, si on part sur les points de charge, alors là, rapide, où on est à du 150, même aujourd'hui en Europe, on travaille sur du 350. Là, on dépasse des sommes, voilà, c'est plus du tout les mêmes types d'investisseurs et d'investissements. Donc nous, le premier travail qui a été fait, c'est de travailler sur de la recharge. Là, je vous passe ça, parce que ça a été présenté par Nolan, donc ça je passe, vous avez dû comprendre. C'était de travailler sur un premier appel à projet qui permette
dès la fin de l'année, et là j'insiste, dès la fin de cette année et au plus tard au premier trimestre 2023, avoir un peu plus de 150 points de charge sur l'ensemble du territoire. Et donc on a mis une enveloppe financière qui permettait d'accompagner à la fois les privés et le public, les communes, parce que les communes sont partie prenante pour l'aménagement de leur ville à travers les bornes. Ça doit faire partie du service que doit rendre une commune à ses administrés et de l'aménagement de la ville. Ça doit être, voilà. Et du coup, on a réussi, à partir de cet appel à projet, à avoir 19 candidatures. Et sur ces 19 candidatures, on aura 150 points de charge aujourd'hui en fonctionnement au premier trimestre, plus les 6 ou 7 qui sont déjà en fonctionnement, donc un peu plus de 150 points de charge qui seront en fonctionnement à la fin du premier trimestre 2023. Les modèles de tarification sont essentiels par rapport au système de recharge. Et pour ça, la plateforme d'interopérabilité, elle est primordiale. Le but étant, pour schématiser, c'est que comme avec sa carte bleue, vous réfléchissez pas, que vous soyez à l'étranger ou ici, vous allez dans un GAB, vous mettez votre carte bleue et vous retirez. Et ça doit être la même chose avec la recharge. Vous vous pointez sur une partie du territoire, vous savez qu'il y a une borne disponible, vous savez à quel tarif elle est, vous savez à quelle charge vous allez pouvoir brancher votre véhicule, et vous allez pouvoir la réserver, et vous savez à la sortie combien vous avez chargé et combien vous avez payé. Et tout ça, pour que ça puisse être réalisé aussi facilement que je viens de l'expliquer, ben ça veut dire que derrière, on a besoin de gens comme la French Tech pour derrière proposer des outils qui soient utilisables sur notre territoire. Ça, c'est des exemples de type de bornes que vous allez voir donc fleurir sur le territoire. Voilà à peu près le maillage. Donc on a des manques aujourd'hui sur la côte Est par rapport à l'intégralité du territoire. Mais dans l'ensemble, à l'exception de Pointe-Dimier où on aura des points de charge, on a donc côte Est où il va falloir se concentrer sur les futurs appels à projets pour venir compléter. Et l'île des Pins, mais sinon toutes les autres parties du territoire sont desservies. Voilà. Merci Jean-Christophe. Je suis un petit peu obligée d'accélérer, vous m'en excuserez, à cause de l'heure. Je vais donc vous proposer en fait d'enchaîner avec Pierre Kraft qui va nous présenter sa solution. Ah mais décidément, on va se faire gronder par les techniciens. Bien, le temps que la présentation arrive, j'ai plusieurs casquettes, donc pour certains d'entre vous, ça doit être assez flou. En fin de compte, j'ai une casquette au talent calédonien, ce qui me permet d'essayer d'attirer en Nouvelle-Calédonie de nouveaux talents, même si on en a pas mal. J'ai une casquette à Synergie, puisque je suis référent électromobilité, et à ce titre, je vous invite tous, pour toutes les questions que vous avez sur les véhicules électriques, à venir au salon du véhicule électrique qui se déroule Pont-Moselle depuis ce matin jusqu'à samedi soir. Il y a des conférences le soir qui ont lieu et vous pouvez questionner puisqu'il y a tout l'écosystème, à savoir non seulement des véhicules électriques, des scooters, des voiturettes, mais aussi des acteurs de la borne de recharge, des panneaux solaires et autres. Donc un conseil, venez, on sera très heureux de vous renseigner. Concernant aujourd'hui, alors j'ai encore une autre casquette, je suis désolé, puisque je suis aussi gérant du groupe Office Plus. En réalité, Tech for Good, pour nous, c'est bien, parce que c'est la signature des affaires que j'ai depuis quelques années, depuis 2015. Tech for Good, on a décidé avec nos associés et aussi mes enfants que la technologie pour un meilleur futur, c'était notre devise. Chez Office Plus, on fait simplement des solutions et on apporte du conseil aux entreprises pour améliorer leur transition digitale. Un vaste sujet, mais combien d'actualité. Là, n'hésitez pas à l'occasion de me questionner sur le sujet. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. 4 minutes pour présenter un groupe que j'ai monté, SLK Mobility Group. Pourquoi ? Alors, qui nous sommes, d'abord, j'ai travaillé pendant 30 ans dans l'automobile. J'ai commencé à l'île de la Réunion, je suis allé à l'île Maurice, j'ai fait la Nouvelle-Calédonie depuis 17 ans, Tahiti aussi. Et c'est ce qui m'a amené, en quittant le groupe pour lequel je travaillais, à revenir à mes amours en 2018, en rachetant l'enseigne Hertz, puis l'enseigne Point Rouge, et en montant la société Liscar. L'idée de départ, c'était de dire que l'évolution de la mobilité ne se passera par des acteurs de la mobilité réels et des gens qui savent faire la mobilité comme service au quotidien. Le deuxième élément, c'est fort du constat que
ça bougeait pas beaucoup en Nouvelle-Calédonie auprès de mes confrères, ex-confrères concessionnaires. J'ai décidé de m'intéresser à des ressources de véhicules électriques et notamment je me suis orienté vers la Chine en important les marques MG et BYD. BYD étant le leader mondial. Alors si vous ne le connaissez pas encore aujourd'hui, pensez à moi l'année prochaine, vous verrez. C'est le leader mondial des véhicules électriques et c'est la raison pour laquelle on a pris ces cartes. L'objectif pour nous était de commencer à entamer cette transition et de fournir dans le cadre des activités de location des véhicules électriques. À ce titre, aujourd'hui, on a 40 véhicules électriques en parc sur un parc d'environ 1000 voitures. Concernant l'évolution, en 2022, on a décidé d'aller plus loin aussi. Premier point, c'est de dire, comme ça a été remarqué tout à l'heure, qu'on ne peut pas développer de la mobilité, on ne peut pas continuer à faire de l'automobile partout, tout le temps. En Nouvelle-Calédonie, d'ailleurs, je vous encourage à regarder, il n'y a plus de moto, il n'y a plus de vélo, il n'y a plus rien, il n'y a que de la voiture. Il y a peu de transport en commun. C'est quand même une photo... désolé le terme, mais elle est quand même misérable. Je pense qu'elle n'est pas bonne. Donc, on a décidé de faire autrement, et c'est pour ça qu'on a fait venir depuis quelques semaines les scooters Silence, qui est un opérateur européen. Et en plus, ce sont des scooters intéressants parce qu'ils sont connectés. Donc, vous aurez l'occasion de les découvrir si vous venez nous voir. Connectés, ça veut dire qu'on pourra les partager, qu'on pourra faire plein de choses, partage en entreprise, partage entre particuliers, tout en essayant, bien entendu, de retrouver les belles plateformes que l'on a en Calédonie. Concernant nos réflexions, elles sont simples. Hein. Globalement, les véhicules thermiques sont responsables à hauteur de 40%. Olivier Goyard disait 30 ce matin. Moi, dans les statistiques, comme quoi Internet dit tout et pas tout à fait justement, c'est 40% effectivement responsables du réchauffement climatique, en tout cas des gaz à effet de serre. Donc ça, c'était, je pense qu'en termes d'opérateurs de location, c'est pas durable. Il faut qu'on change la donne. La Nouvelle-Calédonie s'est engagée vers l'autonomie énergétique et l'énergie propre. C'est ce qui donne du sens à la mobilité électrique. Hein. On a un schéma d'énergie renouvelable tel qu'il faut l'utiliser. Et puis les innovations technologiques sont source d'opportunités pour proposer de nouvelles solutions. Il faut impérativement qu'on aille soit créer, soit trouver des nouvelles solutions. Notre vision, c'est développer de nouvelles formes de mobilité partagées, co-responsables au travers de dernières technologies. Alors, on a quelques valeurs qui nous accompagnent. Plutôt que d'avoir de grands principes, on a des valeurs. Comme ça laisse un peu de souplesse au cadre. Alors, premier point, c'est l'accompagnement. Et quand je dis l'accompagnement, c'est d'écouter nos clients. C'est d'écouter le besoin d'usage. Parce qu'on parle depuis tout à l'heure d'implanter des choses, de modifier les gens. Non, en réalité, il faut essayer d'aller voir ce que les gens veulent, à quoi ils peuvent s'adapter, comment on peut mieux répondre à leurs besoins, plutôt que d'essayer d'arriver avec un grand principe. Ailleurs, ça marche, donc ici, ça doit marcher. C'est pas toujours comme ça qu'on peut le développer. Après, on développe des expertises. Alors ces expertises, elles font passer des nuits, des week-ends ou autres, à essayer de voir qu'est-ce qui se passe ailleurs, de manière à voir qu'est-ce qu'on peut faire ici. L'éco-responsabilité, c'est quand même le cadre de base. La transformation, l'évolution, c'est ce qui est un peu compliqué pour être clair, hein, dans tous nos métiers, dans les deux groupes d'ailleurs, c'est d'essayer d'aller voir le client pour essayer de voir comment on peut transformer et le faire évoluer, avec tellement de réticence que c'est un challenge quotidien. Mais on aime ça. L'innovation et la digitalisation, c'est les points clés, ça on en parle. Pour résumer sur notre vision de la mobilité, 4 points. La mobilité de demain, elle doit être obligatoirement propre. Il n'y a pas de discussion. Je veux bien qu'on discute de plein de choses d'avant, mais on ne va pas revenir au cheval, sans doute pas. En tout cas, j'en serais pas prêt. Par contre, la voiture électrique, en tout cas, toute modalité de se déplacer sur du propre. Deuxième point, il faut qu'on réponde à l'usage. C'est quand même pas cohérent. Je sais pas si je vous donne une donnée. Il se produit 70 millions de véhicules par an. L'année dernière, le véhicule électrique a représenté 8 millions à peu près. 70 millions de véhicules par an. Quand on est en train de dire que la Terre est en train de brûler, on complète simplement ce dispositif sur le plan mondial. Donc, à un moment donné, il faut quand même qu'on dise, est-ce qu'il est logique de produire autant de voitures? Et la première des questions qu'on devrait se poser, est-ce qu'il est sérieux d'être propriétaire d'une voiture qu'on utilise à hauteur de 5, 10, 15%, et tout le reste du temps, elle dort. En plus, c'est malheureusement une valeur volatile, puisque ce n'est pas un capital, ça fond comme neige au soleil. Donc l'usage nous paraît un élément, une alternative importante. Bien entendu, elle doit être partagée. Aujourd'hui, il faut qu'on partage les ressources, c'est nettement mieux, et bien entendu, pour qu'elle soit partagée, il faut qu'elle soit connectée.
Alors nos actions, bien entendu, on travaille tous les jours. Alors là, on n'est pas un mode start-up malheureusement parce qu'on a un modèle économique qu'il faut tenir et on essaie de faire cette transition de notre propre modèle, c'est-à-dire tous les jours d'attirer des gens sur des nouvelles formes de mobilité, essayer de satisfaire de nouvelles demandes tout en répondant à des critères assez simples. Premier critère, c'est l'économique. Il n'y a pas un client qui vous dit je vais payer plus cher parce que c'est propre. Ça, c'est pas vrai. Donc il faut qu'on trouve des solutions qui nous permettent effectivement de proposer une mobilité propre à raison économique. C'est la raison pour laquelle on évolue vers évidemment de nouvelles solutions telles que le 2 roues, le 4 roues léger, et on recherche toutes les solutions les plus économiques possibles. Et puis, notre objectif, c'est de créer effectivement des plateformes. Je vais vite parce que le temps passe et que vous avez tous faim. Notre objectif, notre ambition, c'est effectivement quelque part de transformer la mobilité en Calédonie et sans doute d'élargir après le sujet ailleurs grâce à un objectif qu'on peut fixer. Comme ça, c'est un cadre en tout cas. C'est de dire que dans quelques années et assez rapidement, ça serait quand même bien de retrouver des vélos, à raison de 10% de vélos électriques en ville. Ça serait bien de retrouver des scooters. Il n'y a plus de scooters. Regardez, hein, quand vous sortez, vous verrez, il n'y a plus de scooters. Et puis, de faire en sorte que les véhicules partagés représentent davantage pour qu'il y ait moins de véhicules qui dorment sur des parkings. Et puis qu'à la fin, d'ailleurs, j'ai même oublié un autre élément, que le transport commun reprenne une meilleure place aussi, parce que c'est un usage intéressant. Et qu'enfin, le véhicule électrique prenne le reste, le véhicule propriétaire prenne le reste de la place. La photo que j'ai mise derrière illustre quelque part le monde de demain où on verra beaucoup plus de gens marcher. Parce que je pense qu'effectivement, même si j'ai un modèle économique à défendre, il faut quand même aussi l'intégrer dans un schéma, en une perspective de long terme. Aujourd'hui, effectivement, il faut qu'on se remette à marcher, il faut qu'on repense la cité, il faut qu'on revoie un certain nombre de choses. Ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, quand il y a une question qui a été soulevée, au titre de synergie, j'interviens déjà actuellement au niveau des institutions, province sud et mairies, pour essayer de voir comment on peut modifier les règles de circulation en ville. Si vous voulez redévelopper le 2 roues, pour répondre à madame, pardon. Le 2 roues et le scooter, il faut réduire la vitesse de circulation. J'ai vu que hier à Paris, la Cour de cassation avait validé la décision de la mairie de Paris de limiter à 30 km/h la circulation. Je pense qu'effectivement, à 50 km/h, c'est pas compatible. Le risque d'accident est beaucoup trop élevé et personne ne revient. Et d'ailleurs, on le voit bien parce qu'on contacte les gens pour du scooter et les gens disent c'est trop dangereux. Donc, il faut réduire les facteurs de risque. Et les facteurs de risque, c'est favoriser la mobilité lente. Et la mobilité lente permettra de redévelopper ce système-là. Ensuite, il faut aller plus loin. On a des 6 voies ou des 4 voies en plein Nouméa. Mais à quoi ça sert des 6 voies et des 4 voies? Alors moi, j'ai proposé quelque chose d'assez simple, c'est de fermer une de ces 4 voies et de faire des pistes cyclables et puis prendre une voie verte. Voilà. Donc il y a un certain nombre d'idées que j'ai soumises déjà à la province. On essaie de travailler sur ce modèle-là. Avec Catherine, on travaille sur un autre projet qui est de la mobilité multimodale, des centres multimodaux. Il y a plein d'idées qui arrivent et je pense qu'effectivement, on peut le faire. Pour conclure, on prend de la technologie qui existe ailleurs et celle-là, malheureusement, on ne peut pas la remplacer. On essaie quand même de développer ici notre écosystème, d'utiliser bien entendu, d'aller voir les acteurs publics, les institutions pour modifier la vision. Et je pense que synergie avec le gouvernement est une belle réussite, notamment au travers des réseaux de bornes de recharge. J'ai oublié de dire que nous-mêmes, on s'est positionné sur les réseaux de bornes de recharge, voyant qu'il n'y avait pas de réponse. On s'est dit on va investir sur notre propre réseau de bornes de recharge. Donc les acteurs privés sont prêts à le faire. Les acteurs publics doivent effectivement écouter et on doit encore davantage partager. Et puis pour conclure sur Tech for Good, je pense que l'innovation, la recherche de solutions sur la mobilité et sur la base de données, c'est vraiment des choses sur lesquelles on peut largement travailler et sur lesquelles la Nouvelle-Calédonie peut être exemplaire. Moi qui connais bien l'outre-mer français, je pense qu'on a un socle de compétences ici qui est exceptionnel et qui doit nous permettre de rayonner davantage. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup Pierre, ça permet effectivement de comprendre qu'on a besoin de transformer nos réseaux, on a besoin de travailler effectivement en mode public-privé, que cette transformation
doit s'accompagner d'une transformation des usages, et on l'entend depuis ce matin, la donnée doit être davantage travaillée pour ensuite mieux monitorer toutes ces nouvelles infrastructures et ces nouvelles technologies. Alors je vais, sans transition, introduire notre dernier intervenant, Hervé Thomas. J'ai une petite question avant, je me permets de la poser, elle sera très courte. Écoute, tu peux. Je voulais savoir comment vous prévoyez de recycler les véhicules thermiques qui demain n'auront plus cours. Ouais. Je rappelle que l'ensemble des filières de recyclage, l'ensemble des métiers sont soumis aux filières de recyclage. Il y a une problématique du recyclage en Calédonie par rapport aux tailles de business. Néanmoins, on y est déjà obligé puisqu'on paye tous une taxe très connecte pour faire en sorte que ce soit recyclé. Si vous parliez des véhicules thermiques. Absolument. D'accord. De toute façon, les véhicules thermiques, comme n'importe quel véhicule ou n'importe quel bien qui arrive en fin de vie, se trouvent être dès à présent effectivement désarticulés. On isole les choses et il y a une filière de retraitement, pas locale, puisqu'on est obligé de réexporter. Il n'y a pas de filière locale de retraitement aujourd'hui de déchets. D'ailleurs, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais il y a quand même une vive inquiétude à ce niveau-là, puisque la dimension du pays ne permet pas beaucoup d'avoir de filière de recyclage complète. Alors Nolan a une dernière question et puis je te propose, si tu veux, Hervé, de venir ici et toi effectivement tu vas nous faire on va dire un beau trait d'union entre différentes technologies parce qu'effectivement tu vas nous parler d'un autre transport et qui va pouvoir mélanger aussi des ressources. Alors Nolan, je te laisse peut-être faire une question qui est peut-être pour Pierre ou un commentaire. C'était une réponse à Hervé. Réponse à Hervé. Justement, Okay. sur ces véhicules thermiques, il y a ce qu'on appelle le rétrofit. Le rétrofit, c'est de pouvoir utiliser une carlingue qui est complètement thermique et d'y mettre un véhicule électrique. Donc ça se fait aujourd'hui, ça existe pour beaucoup de modèles, même des très vieux modèles de voitures. Il y a d'ailleurs un Tahitien qui veut faire ça dans la salle avec une vieille 404 très vieille, et c'est possible. Les modèles existent, et donc du coup, à ta question, peut-être si on peut réutiliser déjà la carrosserie existante, le fait de changer le moteur peut être intéressant. Ok, merci. Alors Hervé, tu vas nous présenter effectivement ta solution qui est plutôt donc un aéroport, le concept d'aéroport maritime. C'est mieux. Merci beaucoup. Alors oui, on va changer un petit peu de mode de transport et de décor et on va parler d'un mode de transport qui est très particulier puisqu'il se fait entre la mer et l'aérien. Voilà, donc terre-ciel. Pour faire vite, parce que j'ai bien compris qu'on avait peu de temps, c'est à la fois des études aéronautiques, ce sont également des tours de contrôle terrestres que l'on monte en kit et que l'on distribue sur la planète. Et aujourd'hui, ce sont des aéroports marins que l'on veut éco-responsables puisque n'ayant aucune empreinte terrestre. Alors, hop. Ok, alors voilà à quoi pourrait ressembler un aéroport marin. Vous voyez une zone terminale qui est cylindrique et puis une tour de contrôle qui la surplombe. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que notre architecte qui a développé cela s'est inspiré des cases mélanésiennes, tout simplement parce qu'en région cyclonique, c'est beaucoup plus favorable d'avoir des formes de ce style. Voilà, donc quel est le but ? Eh bien, c'est d'assurer de la connectivité pour les régions isolées, d'assurer la connectivité entre les villes côtières également, et puis d'ouvrir de nouvelles portes à l'expansion du trafic hydravion, sachant qu'aujourd'hui, il est exploité de façon très, très anarchique. Voilà. Alors on s'intéresse évidemment autour de ces aéroports marins à des technologies nouvelles, à savoir que ça n'aurait pas de sens de développer des aéroports marins qui sont sans empreinte terrestre si on n'était pas associé également à des modèles de transport qui sont pour le moins innovants. Nous sommes entrés en contact avec deux compagnies, la compagnie qui développe le Sea Glider que vous voyez à gauche et la compagnie française, donc la compagnie qui le fait au-dessus est à Boston, en dessous à gauche, vous avez ce qu'on appelle un WIG and Ground Effect, qui, lui, développe un transport passager allant de 12 à 300 personnes et en énergie électrique exclusivement. En haut à droite, très rapidement, vous avez l'Indonésie qui développe son propre hydravion et qui considère que ces aéroports marins que nous apportons fait partie de leur priorité de développement aéroportuaire. Alors en quoi est-ce qu'on est innovant ? Eh bien, ce sont des infrastructures complètes pour aéroports flottants, et l'infrastructure est innovante en soi, je ne le développerai pas ici.
parce qu'on peut accepter tout type d'aéroport, enfin d'hydravion, je dirais de navires volants, à savoir qu'auparavant, on avait uniquement des concentrations de compagnies aériennes qui achetaient et qui formaient leur aéroport sur leurs propres moyens. Là, on est vraiment sur un schéma qui est le schéma d'un aéroport classique tel qu'on le connaît. On révise également toute la réglementation, puisqu'elle n'existe pas à ce jour. Et on propose des choses totalement innovantes de ce point de vue-là, puisqu'on va les proposer à l'Organisation de l'aviation civile internationale, comme à l'OMI, qui est le pendant du maritime. Voilà, alors il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en parallèle à cela, à savoir que nos pistes sont flottantes mais mobiles, c'est-à-dire qu'elles vont bouger en fonction du vent. On a des drones qui vont se réorienter en fonction du vent et de ce qui leur sera commandé. Alors nous allons travailler également avec beaucoup de schémas de drones, pour certains. J'ai compris qu'il y en avait dans la salle qui développaient ce genre de choses, pour qu'on soit capable d'alerter sur une intrusion qui est celle d'un bateau dans une zone aéroportuaire qu'on va définir. Alors pour nous, quel est l'intérêt de tout cela? C'est d'avoir une empreinte écologique qui est extrêmement réduite par rapport à un aéroport terrestre, une mobilité côtière évidemment, une modularité, puisqu'on est capable de s'étendre et éventuellement disparaître sans effet sur la nature, de répondre à la conséquence du réchauffement climatique sur la montée des océans, et puis évidemment, il y a un impact pour les régions qui est évident. Voilà. Pour cela, on a une équipe qui est assez solide. On a des ingénieurs navals, on a architectes, on a également des développeurs, puisqu'on va développer une application ici qui aura vocation à être sur un schéma opérationnel. Le pilote pourra, avant de partir, savoir ce qu'il attend, en tout cas les conditions météorologiques qui les attendent à l'arrivée. Et on est capable également de traquer un avion et éventuellement de développer un service de drone secours pour aller le rejoindre sur place s'il y a un incident et délivrer notamment tout ce qui peut être lié au sauvetage. Voilà, donc ça ce sont nos partenaires. Equans qui est lié à Bouygues, Port Alumarine qui est le leader mondial des marinas, Penn Aviation qui développe des drones les plus capacitifs au monde. D'ailleurs, je crois que le plus gros doit faire 1 tonne 360. Et puis France Aviation Civile pour les aspects réglementaires et évidemment l'incubateur et la province sud qui depuis un petit moment. Voilà, j'ai essayé de faire assez vite et je pense que c'est terminé. Voilà, merci à vous. Merci Hervé. Un grand merci. Avez-vous des questions à poser à nos 3 derniers intervenants? Donc, au nom effectivement il y a la vision globale de l'Agence calédonienne de l'énergie et notamment la mise en place de pas mal de points de recharge à échéance très rapide, 2023, donc plus 150 bornes, si j'ai bien compris, qui devraient arriver, points de charge. Donc ça, c'est quand même très intéressant. La solution proposée effectivement par Pierre Kraft, où on voit qu'on va à la fois chercher les compétences et les solutions qui existent à l'extérieur, qu'on les adapte aussi à nos besoins. Et puis le projet très innovant qui risque de faire bouger les lignes, porté par Hervé, donc d'aéroports marins, avec finalement d'autres technologies embarquées, de drones et de solutions technologiques derrière. Alors, il y a une main qui se lève. Christophe. Oui, une question pour les bornes de recharge, enfin 2 questions pour les bornes de recharge. Comment on gère le vandalisme? Genre, tu arrives à Kumak pour charger ta voiture pour aller au beach house, et là la borne elle est vandalisée, et donc tu es un peu coincé. Et la deuxième question, c'est sur les prises. Je suppose qu'il y a plusieurs types de prises en fonction des marques de véhicules, et donc comment on gère ça sur des bornes de recharge publiques, quoi. Donc sur le vandalisme, donc c'est un point effectivement qu'on rencontre partout, pas simplement en Calédonie, et que se sont posés auxquels doivent répondre les constructeurs de bornes, les fournisseurs de bornes. Donc suivant l'implantation des bornes qui ont été déposées par les candidats, on a soit le cas d'une borne avec une surveillance physique humaine à proximité. Ça peut être le cas des stations. Les stations ont répondu. Et donc là, on est comme sur comme la station de recharge thermique, avec l'essence. Soit on a des bornes qui sont carrossées de plus en plus, avec des moyens de plus en plus forts, suivant ce qu'on choisit. Mais à chaque fois, les sites qui ont été proposés, on a quand même une présence
la majeure partie du temps, c'est des zones de parking surveillées, c'est des zones de stations, c'est des zones d'entreprise aussi avec des parkings publics. Voilà, donc il y a quand même ce regard qui a été pris par rapport à la disposition de la borne. Ensuite, l'interconnexion de la borne constante permet d'avoir un retour aussi, mais ça on prend peut-être en plus dans le détail, de la part de l'opérateur de service, qui lui va voir tout de suite si quelqu'un attaque sa borne à la hache ou pas, et qui derrière normalement aura mis des moyens d'intervention à proximité pour intervenir. Donc ça c'est la technologie. La deuxième question c'était sur le type de prise. Alors les types de prise, il faut savoir qu'aujourd'hui on a essentiellement 3-4 types de prises suivant le type de charge et le type de véhicule. Il y a des tendances qui portent suivant les directions que prennent les fabricants de voitures, parce que c'est eux qui drivent la finalité, et surtout les Chinois par rapport à leur modèle. Et donc aujourd'hui nous on est parti sur des prises qui sont utilisées à 80% dans le monde par les types de véhicules. Et souvent il y a sur les bornes qui ont été proposées, il y a 3 types qui permettent du coup d'avoir une adaptabilité sur le type de véhicule qui va se graver dessus. Mais l'objectif aussi, avec l'outil que vous allez utiliser pour pouvoir vous connecter ou pouvoir réserver la borne, c'est que vous puissiez être au courant en amont du type de prise qui est disponible par rapport au type de borne et par rapport en corrélation avec le véhicule que vous possédez. Oui, juste pour terminer, en fait, avant de faire ton maillage, généralement, tu regardes où sont disponibles les bornes, tu sais à peu près où tu vas t'arrêter. Et en fait, sur chaque borne, tu as les prises disponibles à la borne et si la prise est disponible ou pas. Sachant que tu peux aussi réserver une borne. Si tu as un trajet, tu as une borne à Koumak et tu es sûr que celle-là, faut pas la rater. Tu pourras réserver en fonction de ce que l'exploitant aura décidé ou pas. Bonjour, Winifred Lux, donc Axians. Moi j'ai une question, c'est sur la partie de temps de charge. Parce qu'aujourd'hui, j'achète une voiture électrique. Il y a plusieurs bornes qui vont être mises en place, mais c'est des bornes charge rapide ou charge lente. Ça c'est la première question. Et ensuite, quel est le temps de rechargement d'un véhicule à charge rapide ou à charge lente? Parce que ça c'est aussi une problématique pour l'adoption des véhicules électriques. Alors là-dessus, nous les bornes qu'on a décidé de subventionner par rapport à l'appel à projet, c'était des bornes qui pouvaient aller de 7 à 22, 24 maximum. 24 DC, il y a quelques bornes qui sont en 24 DC. Sinon c'est du 22 AC dans la grande majorité. Pourquoi? Parce que c'est une question de coût. Avec 80 millions, comme je vous l'ai expliqué, si on voulait qu'il y ait un maillage qui soit intéressant pour le territoire avec des points diffus, avec cette enveloppe, on savait qu'on pouvait atteindre l'objectif des 150 points de charge. Et ensuite, c'est ce qu'on visait aussi à travers l'étude qu'on a menée par rapport au scénario, c'est d'aller toucher en fait le Calédonien qui utilise sa voiture pour le déplacement domicile-travail, travail-domicile et aussi pour aller l'achat, les courses ou voilà. Et on sait que en général, ces véhicules dorment sur des parkings aux horaires qui sont les horaires de la journée, c'est-à-dire au moment où il y a de la production photovoltaïque, et dorment en général 4 heures le matin et 3-4 heures l'après-midi aux horaires les plus favorables. Donc ça veut dire qu'avec ces 4 heures, sur une borne de 22, en partant du principe que le comportement moyen d'un utilisateur de véhicule électrique ne recharge jamais quand il est à 0, il commence à se soucier de la recharge à partir du moment où il est à 35, 30-35. On arrive à recharger à peu près les 40-50% manquants par rapport au type de véhicule que vous avez. Parce qu'après, vous avez des bornes à 22, mais derrière, il y a des véhicules qui sont aussi... Il faut que le véhicule accepte la recharge à 11, à 22, et ça dépend des types de véhicules qui sont aujourd'hui en proposition sur le marché. Ça, Pierre pourra peut-être dire 2-3 mots là-dessus. Alors, en réalité, la réponse des bornes aujourd'hui, c'est une réponse effectivement qui est de dire on met des points de recharge. Quand on regarde à l'usage, en tout cas sur les statistiques métropolitaines, 85% des recharges se font soit en entreprise, soit à domicile. Donc on est vraiment que dans du dépannage. On n'est pas comme dans une station-service où on revient systématiquement recharger. Donc le premier réseau de maillage vise à
répondre à l'urgence, c'est-à-dire quelqu'un qui pense tomber en panne ne peut pas faire l'aller-retour. À 22 kWh, un véhicule le plus petit du marché, on fait 200 km/h. Ok, donc 200 km en 1 heure, c'est pas 200. Ça, c'est ce qu'il faut retenir à peu près. Néanmoins, il y a d'autres opérateurs qui se positionneront très rapidement, dont c'est le métier, qui se positionneront certainement sur des bandes de recharge beaucoup plus rapides, du 50, 100, 150. Et si on a 150, pour faire simple, en 15 minutes, on a rechargé 400 km. Merci beaucoup. Je vais devoir, hélas, écourter cette matinée. Je n'ai pas réussi, je m'en excuse, à rattraper la demi-heure de retard avec laquelle nous avons commencé ce matin. Donc, il est 12h27. Ce que je vous propose, c'est que de se retrouver tout à l'heure à 13h30. On va confirmer cet horaire de départ pour écouter les porte-paroles en fait, des workshops en parallèle de notre conférence de ce matin. Des personnes, notamment des membres de la French Tech, ont travaillé dans des ateliers sur justement les perspectives et les attentes pour contribuer à la feuille de route de la French Tech. Donc nous aurons les porte-paroles, au moins un, ça c'est sûr, pour nous expliquer en fait les résultats de ça. Ensuite, et ça c'est vraiment très important, on regardera ensemble les dynamiques et des filières d'excellence en Nouvelle-Calédonie pour voir finalement comment aussi la French Tech peut accompagner ces dynamiques-là. Nous aurons un deuxième temps avec de nouvelles start-up qui viendront pitcher à la fois sur des solutions tech et low-tech. Et enfin, nous regarderons avec des acteurs publics et privés comment est-ce qu'on peut dynamiser ce terreau d'innovation en Nouvelle-Calédonie. Donc je vous souhaite un bon appétit. Je vous dis à tout à l'heure, 13h30, dans 1 heure.